Salut Jérôme, Salut Sébastien. comment tu vas? Eh ben écoute, je te renvoie la question. Pour moi, ça Bah va. écoute, moi aussi ça va toujours très bien. Je crois que on est sur la même longueur d'onde tous les deux. À chaque fois qu'on se pose la question, on va toujours très bien. Et donc Ouais. aujourd'hui, on va passer un petit temps ensemble pour pouvoir discuter de ce que tu proposes, voir un petit peu comment tu intègres la connexion à la Terre dans ta pratique quotidienne, dans ta routine, comment tu expliques aux gens cet intérêt pour le fait de marcher pieds nus dans l'herbe et voir comment tout ça, ça s'intègre. Donc, tu es aujourd'hui ambassadeur de la connexion à la Terre avec moi, avec Inaltera. Et je t'en remercie. En tout cas, j'aime beaucoup ton contenu et ce que tu proposes. Donc voilà, la première question, ça va vraiment être euh, qu'est-ce qui pour toi fait que la connexion à la Terre, c'est quelque chose qui est un indispensable dans le quotidien finalement et comment tu le proposes aux gens, comment tu en parles? Alors, bah, je me présente Oui, rapidement et présente-toi, après je vas-y, oui, reviens oui. à ta question. Je suis Jérôme Politi, donc entraîneur naturel sur les réseaux. C'est ça. Je suis ancien militaire et donc j'ai avancé sur le chemin de la pratique dans la nature de par ma formation militaire. Au départ, comme tout bon, on va dire humain et conditionné, je faisais du sport et j'ai fini par comprendre avec l'expérience et de par ma reconversion en tant qu'éducateur sportif et mon choix, l'orientation que j'ai pris par la suite, que le sport n'était pas forcément la vision que j'avais en priorité, c'était plutôt une notion de mouvement et de capacité d'évoluer dans un environnement urbain et naturel ensuite. Et de par la suite, j'ai découvert une méthode qui s'appelle la méthode naturelle qu'on appelle aujourd'hui l'entraînement naturel, méthode Hébert, C'est ça. qui vient des armées justement. Mais je l'ai pas découvert du tout dans l'armée, je l'ai découvert par mon expérience justement. Et dans cette méthode, dans cette pratique, il y a quelque chose qui nous parle de minimalisme. Il y a un terme qui est employé, c'est le minimalisme, et revenir à vraiment un contact permanent avec la terre, et elle se fait en pratiquant pieds nus. Et en plus de ça, le plus dénudé possible, donc pas vraiment tout nu, mais avec le moins de couches possible pour vraiment mettre le corps dans les conditions concrètes pour le renforcer. Donc le fait de marcher pieds nus, c'est quelque chose qui m'est venu, je dirais, dans la pratique de la course à obstacles lorsque j'ai cheminé vers le sport et l'entraînement naturel. C'est pour moi retrouver une course naturelle. À un moment donné, je me suis posé la question lorsque je m'entraînais, euh, est-ce que c'est logique d'avoir une chaussure avec une grosse semelle comme ça? Je sens que je sentais, je sais pas, dans mon être, ça m'appelait. C'était comme ça instinctivement. J'ai même pas besoin d'en parler ou d'aller chercher des informations sur Internet, etc. C'est instinctif. C'était comme ça. Je le sentais au fond de moi. Donc je portais des chaussures Mizuno, un truc comme ça à l'époque. Et dans mon entraînement, j'avais envie de retrouver une foulée naturelle. Et et j'avais déjà fait des recherches par rapport à ça. Je savais qu'il existait des modèles minimalistes et j'avais couru avec des five fingers C'est ça, et, ouais. et j'avais fait une course de 50 minutes dès la première fois et je me suis rendu compte de ce que ça avait impliqué dans la différence de course et les douleurs que ça avait mis. Ça avait mis une semaine ou 2 semaines à m'en remettre alors que j'étais dans l'armée et que je devais faire de la marche au pas. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, va falloir que je réintègre cette notion de course naturelle. Donc, je l'ai fait avec des chaussures classiques, techniquement, retrouver une foulée avant-pied. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je change complètement de modèle de chaussures. Donc, je suis revenu à un modèle minimaliste au fur et à mesure. Et voir, après, derrière, à me dire, non, mais en fait, il faut que je cours pieds nus, quoi. Dès que j'ai l'occasion, il faut que je me mette pieds nus en permanence, quoi. Et donc, tout ça, ça s'est fait avec une réintégration progressive sans prendre en compte tout l'aspect mise à la terre que tu proposes aujourd'hui, qui pour moi est venu vraiment par la suite. D'accord, OK. Du coup, là, quand je t'entends dire, au niveau de la foulée, c'est vrai qu'on court différemment, qu'on soit pieds nus ou en chaussures. Je crois qu'en chaussures, on a vraiment le côté où il y a d'abord le talon qui est en attaque. Pieds nus, on serait plutôt sur l'avant du pied, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je dirais que la foulée naturelle, si on regarde bien un enfant qui court, par exemple, il court sur la pointe du pied. C'est-à-dire que la foulée naturelle, elle a un amorti qui est biomécanique. On a bien sûr des muscles, des tendons, des os, et donc cette foulée, si on observe simplement notre développement moteur de base, hein, un enfant, hein, on a tous été enfants, notre motricité elle vient de là, de notre développement euh, euh, à l'enfance. Et donc, l'avant-pied se pose. Ensuite, la cheville va faire son rôle en tant qu'articulation pour venir
effleurer, enfin, le talon va venir se poser, mais de manière très légère sur le sol. Et ensuite, bah, la cheville, le genou, les hanches, tout rentre en ligne de compte. C'est vraiment, tout est, fonctionne par chaîne, hein, le corps fonctionne par chaîne. C'est naturel, c'est comme ça, on peut pas aller contre ça. Alors que si on s'appuie sur une foulée qui s'appuie sur la technicité et la et l'amorti de la chaussure, on va nous proposer plutôt un amorti foulé talon. Donc on va venir poser le talon. Mais ça va contre notre développement naturel. Donc là, je me suis dit, en fait, non, il y a quelque chose qui est pas logique. Si on regarde naturellement, on courait, on n'avait pas de chaussures. Donc, quand on porte pas de chaussures, naturellement, le pied va se poser vers l'avant et non pas sur le talon parce que ça va demander un impact trop C'est important. ça. Ça va faire mal au talon, ça va faire mal à la cheville, et donc ça va avoir des répercussions sur le long terme. Et si on veut pouvoir justement remédier à cela, ben on va revenir sur une foulée naturelle. Lorsqu'on court pieds nus, on court sur l'avant du pied. Et donc on retrouve un amorti naturel qui est C'est ça. biomécanique. D'ailleurs, quand j'essaie de voir dans ma tête un petit peu la foulée, que pouvait avoir Michael Johnson ou même les coureurs kényans ou même Usain Bolt, on voit bien que, ils sont sur la pointe du pied et vers l'avant plutôt que sur l'amorti du talon. Donc ouais, il y a vraiment cette foulée naturelle et du coup, comment, parce que on n'est plus habitué, on a un pied qui est plutôt fragile maintenant, pour pouvoir courir pieds nus. Est-ce que, tu as commencé d'abord à courir sur de l'herbe ou sur un terrain, par exemple de foot ou un truc comme ça? Et puis petit à petit, tu as été sur des chemins un peu plus, comment dire, soit en terre battue, des petits graviers. Est-ce qu'il y a vraiment un côté dérangeant avec ça? Alors je sais que toi, maintenant, je te vois grimper aux arbres, donc c'est différent, tu t'es habitué à ça. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que l'aspect d'être le moins habillé possible, ça veut dire qu'on va faire attention à pas se griffer. Du coup, on va vraiment être en alerte et il va y avoir quelque chose qui va être plus tonique, je pense, au niveau de la tenue du corps. Et pareil, en marchant pieds nus, il va y avoir une tonicité qui va être importante dans le mouvement en tout cas. Mhm. Alors ouais, effectivement, pour commencer, alors pour la, pour reprendre une marche pieds nus, le fait d'être pieds nus régulièrement, effectivement, le pied n'est plus habitué à ressentir cette rugosité du sol et toutes ces variétés justement qu'on va retrouver sur le sol, que ce soit de la forêt, des cailloux, même le bitume aujourd'hui qui est présent partout, hein, C'est avant ça. tout. Il est vrai que le pied est très sensible, très très sensible à ça. Il est donc important d'avoir une progressivité le retour à la marche pieds nus. Donc, au départ, je courais pas pieds nus, donc je suis passé par le minimalisme, donc les chaussures minimalistes qui apportent une protection au niveau du pied déjà pour retrouver, comment dire, une foulée naturelle et surtout bah, limiter tout ce qui est bah, les blessures. Donc, on va commencer à recourir avec cette foulée naturelle pour retrouver déjà une sensation d'appui sur l'avant du pied, renforcer les chevilles, les genoux, les hanches, parce qu'il y a toute la chaîne musculaire à retravailler en conséquence. Après, au niveau de la sensibilité du pied, c'est déjà de commencer pas à courir, mais à marcher pieds nus. Donc, retrouver cette sensation en marchant sur de l'herbe régulièrement. Donc, en général, on va le faire plutôt au printemps et à l'été. Parce que Exact, les oui. conditions sont plus optimales pour reprendre cette marche pieds nus. C'est sûr que si on le passe, on commence en hiver, la première chose auquel on va se dire, c'est waouh, j'ai froid aux pieds, en fait, j'ai juste pas envie de la subir. Quoi. C'est Donc, ça. évidemment, on va le faire dans un contexte adapté. En hiver, dès qu'on est en vacances, on marche pieds nus à la plage, on marche pieds nus du domicile jusqu'à la plage, on marche pieds nus dans tous les contextes. Essayer de le mettre en place le plus régulièrement possible pour réhabituer le pied à ces sensations qu'on a peu l'habitude d'avoir. Marcher en forêt, 5-10 minutes sur des cailloux pour voir la sensation sans courir, c'est juste la sensation pour se réhabituer à ça. C'est Et ça. le minimalisme, en permanence aussi, porter des chaussures minimalistes va permettre de se réhabituer aussi en termes de sensations parce qu'on ressent les rugosités du sol avec ces chaussures-là. Donc, comme on ressent les rugosités du sol, ça nous permet aussi au niveau nerveux de réintégrer cette information, mais en douceur. Et, euh, et donc après, derrière, pour ce qui est de se dénuder en contact de la nature et retrouver vraiment de faire torse nu, pieds nus, etc. Oui, on va au fur et à mesure avoir un corps qui se réadapte, devient plus fort. Le corps s'adapte à tout. Bien sûr, il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas C'est être ça. pressé. Le truc, c'est que les gens veulent tout de suite aujourd'hui. Mais dans un état naturel, on n'obtient pas tout de suite. Il y a un certain temps de réadaptation parce que aujourd'hui on porte des objets, on porte des chaussures, on porte des vêtements. Il faut se réadapter. Le corps se réadaptera de toute façon, mais ça demande patience et régularité. Et puis il faut On s'écouter. va se faire Voilà, mal, on il va faut se faire mal, s'écouter. on va se faire.
on va se faire mal, on va se faire des éraflures, on va se faire des contusions, mais on va peut-être même se blesser et parfois devoir revenir un peu en arrière, régresser pour ensuite de nouveau progresser. Mais ça fait partie du processus et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le résultat, c'est vraiment le processus. Le résultat n'est que la récompense euh, Exact. euh, de tout ce travail qu'on aura fourni. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment ce voyage vers ce résultat. Exact, oui, oui. Et puis je pense que la blessure et l'échec ou la griffure fait partie de l'apprentissage finalement, de dire ah bah la prochaine fois je ferai plus attention et on devient plus aguerri, plus averti dans la pratique. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui donne envie. Et moi qui avais une vraie sensibilité des pieds, alors j'ai travaillé en maraîchage bio et tu sais pendant longtemps quand l'été je travaillais pieds nus dans la terre, c'était très agréable que ce soit une terre sèche ou une terre qui vient d'être arrosée, c'est aussi très agréable. Et Mm. j'ai perdu un peu de sensibilité. Et c'est aussi pour ça que là, tu as vu, j'ai lancé des chaussettes qui permettent d'avoir quelque chose une petite couche entre les pieds parce que moi j'ai des chaussures minimalistes en permanence, mais le fait d'aller marcher pieds nus sur le gazon il y a pas de souci, mais sur quelque chose qui peut y avoir des épines, des petits cailloux, c'est plus compliqué. Et ça c'est ce que moi j'utilise pour pouvoir me réadapter. Et quand je vois ce que tu proposes, j'ai très envie d'aller pratiquer dans les mois qui arrivent, donc forcément je me réhabitue avec une quelque Mais chose de supplémentaire pour pouvoir habituer le pied. Parce que c'est pas évident quand oui, même, hein. C'est comme le bain froid, tu sais, il y a une histoire où tu te lances, faut y aller, quoi. Et comme tu dis, c'est le résultat qui importe plutôt que, enfin, oui. c'est le chemin qui importe plutôt que le résultat. Et ça, c'est l'expérience, en fait. On se sent vivant finalement, vraiment, hein. Mm. Quoi qu'il en soit, il y aura un résultat. Si on pratique et qu'on le fait régulièrement, il y aura un résultat. Et le fait de passer par des chaussettes comme tu le fais, pour ma part, j'ai découvert un modèle à l'époque qui s'appelle les Skinners, justement, qui sont des chaussettes avec une semelle très très fine. Je me suis acheté ce modèle-là et je suis passé par là pour être encore plus sur du minimalisme parce que on a les modèles minimalistes avec une semelle assez, Les Vibram voilà, qui ont une semelle, voilà, 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 exactement. c'est ça, On m'a proposé quand même une protection assez dure, mais qui reste très souple et c'est adaptée ça, à un pied qui va être libre en termes de souplesse, et une boîte à orteils qui est large, où c'est les ça, orteils vont pouvoir jouer leur rôle de stabilisation, d'équilibre, parce que c'est ça qui est important aussi également. Et après, les skinners vont vraiment apporter cette souplesse supplémentaire, cette rugosité, cette dureté dans le, dans l'effort. Dès qu'on va commencer à courir avec ça, c'est totalement différent. Encore une fois, d'un modèle minimaliste, c'est encore on atteint le summum du minimalisme avant de passer au pieds nus, quoi. c'est Euh, ça, et donc les chaussettes, ouais, je pense, un intermédiaire intéressant entre la chaussure minimaliste et la marche pieds nus complète. c'est Ouais, ça. Ouais, ouais. effectivement. Ouais. Et du coup, donc toi, en termes de connexion à la Terre, donc c'est quelque chose que tu pratiquais sans vraiment savoir le pourquoi, ou en tout cas ce qui se passait quand tu étais en contact. Est-ce que finalement, le fait d'en avoir pris conscience, ça a changé quelque chose dans des ressentis? Voilà, au niveau de la conscience de tout ça, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, du coup? Alors, je dirais que j'en entendais parler. C'est marrant parce que la vie met toujours sur ton chemin des messages et on les entend ou on les entend pas parce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt à les recevoir. Et, euh, et quand ça vient comme ça euh, et, et qu'on regarde en arrière, je me dis, mais en fait, j'en ai déjà entendu parler de ça. J'ai déjà entendu parler des effets bénéfiques de tout ça, de toutes les recherches scientifiques, mais sans pour autant aller chercher à creuser. Et, euh, et il a fallu des années de pratique et simplement de l'intégrer dans mon quotidien parce que pour moi, c'était devenu normal et c'est devenu un besoin et j'ai plus envie d'acheter des chaussures classiques de suivre la mode. J'en ai rien à faire d'avoir des belles chaussures qui sont colorées avec des grosses semelles horribles. Pour moi, c'est horrible. Donc, je vais plutôt prendre des chaussures minimalistes et où marcher pieds nus, même en ville d'ailleurs. Quitte à passer pour un hurluberlu, hein, ça m'est égal. Je suis en accord et aligné avec ce que je fais, donc ça m'est égal. Et donc, c'est vrai que derrière, c'est vraiment toi, je dirais c'est toi, qui m'a poussé à encore plus creuser le sujet. Parce que quand tu es venu avec ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'en ai déjà entendu parler. Et c'est vrai que j'en ai déjà entendu des gens autour de moi utiliser ce mot-là, grounding, earthing. Euh, et je me dis, mais. Et puis c'est vrai, pourquoi j'ai jamais poussé le truc à me dire, mais ouais, ils sont où les vrais bénéfices? Parce que moi, je voyais le truc en tant que intérêt santé purement physique.
tu vois. Ça stimule les terminaisons nerveuses qui sont C'est ça. présentes en dessous du pied. Donc, ça va forcément favoriser un meilleur équilibre parce qu'on va pouvoir réutiliser les orteils qui vont rejouer leur rôle. Ça va remuscler la jambe dans son ensemble jusqu'à agir sur le dos, jusqu'aux épaules, jusqu'à la posture. Je voyais plus la pratique de marche pieds nus dans cet ensemble-là. C'est tout. Et je voyais pas ce que ça amenait dans le terme dans l'apport magnétique, dans le côté Physiologique. inflammatoire Ouais. et le fait que ça dégageait tous ces ions énergétiques. Voilà. J'avais pas encore approfondi le sujet de ce côté-là. Et tu m'as ouvert cette porte supplémentaire, sachant que quoi qu'il en soit, on m'avait déjà apporté ces messages-là, mais j'avais pas envie de les entendre encore. Voilà. J'étais sur l'aspect purement physique et aussi, comment dire, un mode de vie. Voilà. Voilà. C'est plus ça pour moi au départ. Et maintenant, effectivement, j'ai intégré cette information et je vois toute la dimension que cela implique et aussi toute la conscience électromagnétique que ça demande aujourd'hui de prendre même si c'est des petites informations à intégrer, des changements à mettre dans son quotidien, comme le fait de marcher pieds nus. Ça a été des Exact. petits changements qui sont faits sur le long terme. Bah, pour moi, la conscience électromagnétique, c'est ça aujourd'hui. C'est des petits changements à mettre en place sur le long terme pour pouvoir avoir une influence bénéfique sur ma vie et sur mon bien-être et aussi sur mon environnement et mon entourage. Exact et puis c'est vrai que tu vois, ce que j'aime avec ce que tu fais, c'est que, moi on me dit souvent: «Marcher pieds nus, c'est bien». Alors moi, j'ai toujours marché pieds nus dans l'herbe, mais les gens oublient vraiment le côté de la posturologie que toi tu exerces et c'est très important de rappeler tout ça, qu'effectivement il y a de multiples facteurs à, avoir une posture naturelle dans notre environnement. Faut pas oublier d'où on vient et au jour d'aujourd'hui, on s'est éloigné et pourtant il n'y a pas si longtemps, on y était encore, à notre façon de vivre sans la technologie, que ce C'est vrai. soit avec la lumière bleue qui nous entoure artificielle, que ce soit avec les champs électriques ou les champs électromagnétiques, des ondes qui sont artificielles aussi, avec nos modes de consommation alimentaire, avec nos modes de consommation d'eau et un retour aux sources devient nécessaire parce que je pense on a basculé d'une vie très inconfortable mais très naturelle à une vie très confortable mais qui n'est plus naturelle et je pense que les deux peuvent trouver un chemin et il faut arriver à se frayer ce chemin pour pouvoir quand même vivre de ce confort qui est quand même plutôt pas mal et pouvoir aussi rester dans ce pourquoi le corps a été créé et dans quoi il fait partie et dans quoi il va continuer à persister. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir aussi avoir de faire comprendre aux gens que le marché pieds nus, ça a vraiment de multiples aspects bénéfiques, pas que d'utiliser du matériel de connexion à la Terre. C'est un hack pour moi, tu vois, la natte de lit, elle permet Oui. de dormir 8 heures par jour connecté à la Terre, mais c'est un hack alors que effectivement au printemps, il faudrait vraiment pouvoir profiter que même quand on mange en terrasse ou sur ou juste enlever ses chaussures, quoi, tu vois, Mhm. c'est hyper important. S'adosser à un Ouais, arbre, c'est vrai. on prend pas le temps et Oui, évidemment, c'est des choses à intégrer dans son quotidien qui peuvent alors, c'est pas la solution à tous nos problèmes parce que de là à dire que parce que aujourd'hui j'ai conscience et que j'ai marché pieds nus et que je me connecte à la terre sur ma natte de lit connectée à la terre, que je vais plus avoir de tension, que je vais plus avoir de exact, douleur, que je vais me sentir bien psychologiquement, etc. Non, ça a une influence certes, mais c'est un ensemble exact, ça fait partie d'un ensemble de choses à prendre conscience pour avancer et s'améliorer dans notre quotidien. Euh, comme le fait d'aller s'entraîner dans la nature avec un esprit minimaliste, en se dénudant, marcher pieds nus, grimper aux arbres, euh, euh, prendre conscience de cet environnement électromagnétique autour de nous, chez nous et dehors, euh, essayer d'être le plus connecté à la Terre dans notre quotidien, chez nous et dehors. Euh, dans notre véhicule, faire attention aux appareils qu'on emploie, donc se protéger aussi des ondes qui se dégagent, le téléphone, l'ordinateur, débrancher tous les appareils, enfin, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça demande, quand on prend la charge d'information, tu dis, waouh, ça me dépasse. Mais en fait, au bout d'un moment, tout nous dépasse. Quand on commence un chemin, euh, ça paraît énorme. Il faut juste voir les étapes et se dire, OK, moi j'ai accès à ça. Une fois que j'ai fait ça, maintenant que c'est intégré, je peux accéder à ça, je peux accéder à ça et être patient. Être patient et accepter que
bah, il y a des choses qui, si on regarde l'objectif qui est éloigné, on se dit, waouh, il est très, 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 très loin de là où je suis aujourd'hui. Mais en fait, si on regarde 1 an, 2 ans, 3 ans après, on se dit, Exact. bon, bah, en fait, j'ai quand même réussi au final à avancer. En tout cas, il me paraît beaucoup plus proche que ce qu'il était hier. Et c'est tout ce qui compte. Voilà, parce que la seule chose sur laquelle on a une prise, c'est ici et maintenant le présent. Et la composante temps, elle nous est inaccessible, en vrai. C'est juste une donnée, c'est une invention de l'homme, le temps. La seule chose qui, pour moi, a une vraie valeur en termes de temps, c'est le lever du jour et le coucher du soleil. Voilà. Après, derrière, on sait à quel moment on dort et on est éveillé. Sachant qu'on peut aussi être réveillé la nuit, mais physiologiquement, et quand on vivait au contact de la nature, on fonctionnait au rythme de la nature. L'été c'était différent, l'hiver c'était différent, l'automne c'était notre rythme physiologique était connecté à la nature. Et Et c'est c'est ça. là où j'ai envie de revenir à des choses dans l'entraînement naturel qui correspondent à ça. Je pratique pas de la même façon en hiver qu'en été. Pour moi, l'hiver c'est plus introspectif. C'est un moment où je vais me laisser le temps bah, de laisser mon corps récupérer, intégrer, peut-être passer plus de temps chez moi dans le confort, comme tu l'as dit, sachant que progressivement, ma vision, elle est de retrouver cet inconfort, de revenir à un mode de vie plus minimaliste, m'asseoir par terre, avoir coupé mon bois pour l'hiver, de l'autonomie alimentaire, énergétique, revenir à un contact quasi permanent à la nature, c'est-à-dire que mon habitation sera vraiment au milieu de la nature, c'est ça que j'envisage. C'est pas de vivre dans un appartement comme je le fais aujourd'hui. Et je sais que tout ce que j'aurai comme confort sera dû à des efforts produits à un moment donné, à des saisons, à des saisons et adaptés, et en lien avec cette nature, en la respectant, en la remerciant, en faisant preuve de gratitude, et surtout en ayant conscience de tout ce que cette action, eh ben, elle a un impact sur moi-même et sur mon environnement. Voilà. Ouais, ben, moi aussi, j'ai cette même vision et ce même appel à retrouver un mode de vie très naturel. L'autonomie alimentaire, ça me parle beaucoup. Voilà, tout ce qui va être le côté autonomiste aussi. J'aime beaucoup cet aspect-là. Ce que je vois surtout, c'est que au-delà d'aller vers un mode naturel, il y a aussi quelque chose que je prends en compte, c'est l'aspect familial, qui est pas toujours facile à prendre en compte parce que les hommes ont un certain intérêt à aller vers ce mode de vie-là. Et finalement, en famille, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres données qu'il faut prendre en compte parce que moi, ma femme et mes enfants ont pas cette vision de la vie dans la nature. Il y a cette vision. Alors, quand je t'entends parler, j'ai l'impression de m'entendre parler, mais c'est vrai que ça nous attire nous personnellement et il faut arriver à faire graviter tout le système familial autour de ça. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui est le moins évident à mettre en ligne de compte dans ma vie, dans ce que j'ai envie de me projeter. Mais en tout cas, j'ai vraiment le même appel de vivre une expérience de vie en fait, c'est plutôt ça. Naturellement, je pense que les hommes et les femmes vivent différemment. Le fait d'avoir l'hiver ou quelque chose de plus confortable, c'est aussi ce qu'on voit chez l'ours qui fait sa tanière, chez la marmotte, tu vois, qui va se mettre cette introspection, ce moment. Et puis finalement, le Exactement. moment des récoltes, la cigale et la fourmi, voilà, c'est exactement pareil, tu vois. Et on fait partie de tout ça, nous aussi. Et il faut arriver à ce que chacun puisse jouer son rôle et que chacun soit aussi dans son rôle et à sa place et trouve sa place dans cette. Donc ouais, Euh, c'est c'est vrai que l'environnement familial et surtout celui avec qui on gravite directement a un impact fort sur les choix qu'on va faire vis-à-vis de cette vision qu'on a de retour à l'état naturel. Et il est vrai que bah, parfois ça demande de faire des choix, de prendre des décisions qui peuvent être plus ou moins faciles ou difficiles. Hein. Pour ma part, bah, aujourd'hui, j'ai un enfant de 10 ans, je suis séparé de la mère de mon fils. Parce qu'elle et moi, on n'envisageait pas la même chose, on n'avait pas la même vision de la vie et d'évolution, les mêmes objectifs. Donc, des choix se font plus ou moins difficilement, parfois avec beaucoup de recul, parce que il faut aller creuser, creuser, expérimenter, souffrir même peut-être un peu pour pouvoir se dire, ok, voilà, je fais ce choix et je l'assume pleinement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, bon bah, euh, c'est aussi, on pourrait dire que le seul frein, il est là. C'est-à-dire que il est là parce que
on va se dire, ok, mon frein il est financier, mon frein il est environnemental, mon frein c'est il est organisationnel. Comment je peux accueillir mon fils dans une situation décente. Il a 10 ans, il a besoin d'un minimum de confort, mais je veux lui inculquer aussi ce qu'est la vie minimaliste, ce qu'est la vraie vie à mon sens. Ce qui ne veut pas dire que je détiens la vérité, parce que peut-être que lui verra la vie différemment que moi, mais c'est pas grave. C'est qu'une question de prisme en fait. Hein. On est des êtres multifacettes, donc pourquoi pas aller visualiser la vie de chacun avec son opinion et en fait partager ses points de vue permet d'avoir une troisième possibilité et d'intégrer ces deux points de vue pour avancer vers quelque chose qui combine ces deux points de vue quoi. Et donc un plus un égale 3 et non pas 2 tu vois. Exact, exact, exact. L'idée c'est d'un peu intégrer ça et, et d'assumer pleinement ses choix, quitte à faire quelques sacrifices l'espace d'un moment, d'un instant. On sait qu'un sacrifice n'est pas définitif. On ne parle pas de sacrifice pour soi-même. On sacrifie peut-être des instants de vie, mais, euh, mais il faut aussi réussir à pas se perdre là-dedans. Et c'est là où c'est le plus difficile, bien souvent, parce que l'émotionnel va venir nous rattraper, les contraintes vont venir nous rattraper. Elles sont toujours d'ordre financier, enfin, parce qu'on va avoir besoin de ce confort. Et bien souvent, pour moi, ce qui est difficile à accepter, c'est vraiment ces contraintes financières. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui nous impose et nous contraint financièrement en permanence. Dans la consommation, le consumérisme, de par l'industrialisation, c'est-à-dire que dès qu'on va se déplacer, il faut qu'on mette de l'essence. On se déplace plus avec notre petite charrette et nos chevaux parce qu'on a élevé nos animaux. Non, on a un véhicule tant est qu'on en ait un, hein, parce qu'on peut très bien prendre un vélo, mais ça limite encore une fois nos déplacements. Donc il faut l'essence. Ensuite, il faut pouvoir payer son électricité, son loyer, payer sa bouffe quand on n'est pas autonome. Et ben tout ça pour moi c'est des contraintes. Tu vois. Et j'ai envie de sortir de cet état d'esprit-là. C'est pour ça que revenir à un entraînement naturel, c'est sortir des salles de fitness déjà en premier lieu, revenir à la nature qui est gratuite en C'est premier lieu, ça. limiter l'impact sur l'environnement en limitant le matériel qu'on va acheter, les chaussures, les vêtements, parce que comme le but étant de pas porter le moins possible de chaussures et de se dénuder, forcément, on n'aura plus besoin de matériel technique, hein, Exact. simplement pour se protéger des conditions quand le moment l'impose. La nuit, on a besoin de se couvrir, bah, couvrir C'est ça. et revenir à des connaissances ancestrales. Voilà. Pas forcément redevenir un chasseur-cueilleur. Il faut vivre avec son temps. Je suis pas en train de dire que je veux revenir en arrière. Mais ces choses qu'on a acquis par le passé, on est en train de les perdre aujourd'hui. C'est-à-dire que moins on pratique quelque chose, et ben plus ça se perd de génération en génération. Et ça va devenir quoi plus tard? On va être là, posé devant notre écran en permanence, et notre corps ne servira plus à rien. La seule chose qui servira, c'est à notre cerveau. Et notre cerveau sera relié directement à la machine. Donc on vivra même plus dans cette réalité physique, mais dans une réalité numérique. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de vivre ça. En tout cas. Oui, moi je pense vraiment comme toi, puis je crois en la capacité d'adaptation de l'humain. On est peut-être à la croisée des chemins de quelque chose, mais tu auras toujours des papas comme toi et moi qui auront montré un certain chemin et tout ça, ça va rester si tu veux, ça va perdurer. On est de plus en plus nombreux, en tout cas je le vois bien autour de moi sur les réseaux, à avoir cette vision de se dire oh là, mais dans quelle direction prenons-nous? Vraiment, ça, on se pose des questions et finalement on devient averti sur ces sujets, on se rencontre, on se rend compte aussi de tout ça et ça permet de quand même se dire non, non, tout n'est pas perdu. Moi personnellement, si ma femme m'avait écouté, ça ferait 10 ans qu'on serait en haut de la montagne à élever des poules et tu vois, et peut-être qu'on se ferait bien chier finalement. Donc j'ai eu aussi raison de l'écouter et que les choses doivent se faire comme elles doivent se faire, essayer de trouver toujours la meilleure façon de faire. Et il y a aussi l'idée de la communauté. Tu vois, si on est tous devenus finalement tous indépendants et tous chez soi, éloignés des autres, c'est-à-dire qu'on a perdu le fait de pouvoir compter les uns sur les autres. Ah oui. La société a permis de pouvoir bénéficier du travail de l'autre sans compter sur l'autre finalement. Vu que toutes les portes sont fermées, eh bien, on peut pas aller toquer à la porte du voisin pour se dire, bah voilà ce que je propose. Tu sais, moi, j'aime bien bricoler et souvent, il y a quelques années, je faisais des meubles en bois ou des tables en bois et les gens me disaient, ah, elle est géniale ta table, tu voudrais pas m'en faire une? J'ai dit, bah non, moi,
je veux pas te la faire, je suis pas ton esclave, tu vois, j'ai pas envie de te la vendre. Par contre, si tu veux, on va chercher le matériel ensemble et je t'apprends à la faire. Ça a beaucoup plus d'intérêt. Donc, tu vois, c'est cette notion de se dire, alors j'étais classé dans le côté survivaliste ou autonomiste, tu vois, quelqu'un qui fait tout pour soi. Et je me suis rendu compte que je voulais aller dans un écolieu et finalement dans les écolieux, j'ai rebroussé chemin parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient très peu de compétences, qui pensaient compter les uns sur les autres et en fait, tu te rends compte que, débouler ensemble, ça fait couler un bateau. Alors que, moi, je veux bien faire un écolieu, mais qu'avec des capitaines de bateaux qui eux-mêmes dirigent leur barque et ça a beaucoup plus d'intérêt de pouvoir compter sur quelqu'un qui a la même connaissance, la même compétence et la même idée, envie d'apprendre et de faire parce que de partager. savoir c'est une chose, mais faire c'est autre chose. Hein. Fabriquer un rocket stove, fabriquer tout ce qu'on peut fabriquer sur l'autonomie, c'est financier. Donc, il faut aussi savoir comment gérer ses finances pour arriver à acheter un terrain, c'est pas gratuit. Acheter des panneaux solaires, c'est pas gratuit. Traiter son eau, c'est pas gratuit. Et pourtant, il vaut bien le faire. Donc, c'était toute cette idée de la communauté, oui, mais il faut que les gens apprennent par l'expérience et je te parle de ça il y a 10 ans, 7 ans, et ça évolue. Tous les gens qui sont passés par ces strates-là, on a tous appris et je pense que dans les années à venir, on aura appris de nos erreurs et c'est ça comme on disait tout à l'heure, quand tu t'es griffé une fois sur les ronces, bah, tu feras gaffe que quand tu vois une ronce, bah, là, il faut peut-être se décaler un peu plus et c'est ça aussi qui fait que j'ai bon espoir dans l'avenir parce que je vois que les choses se dessinent quand même d'une façon où, quand tu portes ton regard et que tu es un peu optimiste, ce qu'on se disait dès le début, moi ça va toujours, bah écoute, Ouais. ça devrait le faire. Alors, j'aime bien le fait que tu parles de ça et que tu abordes le sujet de la communauté parce que dans l'entraînement naturel, on a trois piliers de développement. Donc, on parlait du développement physique qui est une base essentielle à notre évolution dans un environnement naturel et du développement de toutes nos capacités motrices pour des multitudes de situations, hein, que ce soit travailler la terre, construire une maison, se défendre, se déplacer plus ou moins longtemps, porter une charge, toutes ces choses-là, de se déplacer dans un environnement aquatique aussi, parce qu'il faut pas oublier ça, il ne s'agit pas d'être un nageur de compétition, mais d'avoir une aisance aquatique, savoir C'est gérer ça, sa respiration, gérer le froid, ces choses-là. Donc c'est là où ça amène vraiment toute ce développement intégral dans l'entraînement naturel. Il y a le développement mental, parce qu'on va être confronté à des situations parfois où on va travailler sur nos peurs, nos appréhensions. Euh, pour certains, sauter pieds joints au-dessus d'un obstacle, peu importe la hauteur, hein, c'est déjà une difficulté insoutenable. Et quand je vois ça sur certaines personnes que je coach, je me dis, waouh, il y a un gros travail de fond à faire. Quand une personne me dit, ah non, moi je veux pas courir, j'aime pas courir, et qui se met à pleurer parce que courir pour elle c'est une souffrance. Mais je lui dis, mais ne vois pas l'exercice simplement courir et la souffrance que ça produit. Oui, c'est dur de courir au départ, mais en fait, essaie de te projeter dans un contexte utile. Demain, tu as besoin de marcher longtemps et de courir, ne serait-ce que pour fuir, ne serait-ce que pour fuir un danger ou parce que tu te dis ça va me permettre d'aller plus vite vers mon objectif. Eh ben, tu vas devoir courir. Tu vois, que t'aimes ou que t'aimes pas. Tu vois, c'est que ça, déjà, ça fait partie de ton conditionnement humain. Et derrière, donc, il y a la partie mentale, dépasser ses appréhensions et ses barrières mentales. c'est ça, Même pour l'équilibre, par exemple, on va faire de l'équilibre sur un trottoir, ça va, mais de l'équilibre à 10 mètres de haut, c'est pas pareil. Pourquoi de l'équilibre à 10 mètres de haut, tu me diras, bah, sur une branche ou sur un arbre, quand on va aller chercher les fruits de cet arbre ou des branches hautes, parce que il y a des branches mortes et qu'on en a besoin pour notre construction, eh ben déjà, il va falloir avoir un mental solide et une confiance en nos capacités physiques. c'est ça, Donc, on vient relier les deux premiers piliers. Et derrière, il y a la communauté. Donc, le développement social. c'est ça, Georges Hébert, qui est le créateur de la méthode naturelle, qui est un officier de marine français, qui a créé le parcours du combattant parce qu'il manquait de personnes pour former. Donc, il fallait bien un environnement dans lequel on travaille toutes nos compétences. Eh ben, il a pris conscience que l'aspect social, donc éthique, moral, était, était aussi important que les deux premiers piliers. Parce que sans la communauté, on ne peut pas aller aussi loin. Même si on a travaillé ces deux piliers, à un moment donné, il va manquer cet aspect-là. On n'est pas fait, nous, être humains, pour vivre seul. On n'est pas exact, fait pour ça. On a besoin d'interagir avec les gens et notre environnement. Donc,
cet aspect communautaire va nous permettre d'aller dépasser certaines appréhensions, parce que on va pouvoir s'appuyer sur le groupe, C'est ça. d'aller acquérir des nouvelles compétences, parce que celui qui sait faire va transmettre à l'autre, d'aller acquérir aussi un savoir qui vient de loin, parce que l'ancien est aussi important que le jeune qui vient de naître, et tout le monde a un rôle à jouer dans cette communauté. Et là où la transmission, et comme tu dis, ce qui est important, c'est d'avoir des capitaines. Bien sûr, évidemment, dans la masse, il n'y a pas que des capitaines et des leaders. On en a conscience, on le sait, parce qu'aujourd'hui, tout est facile, et donc forcément, si tout le monde vivait encore dans ce contexte naturel, la moitié de la population n'existerait même plus aujourd'hui, ne serait même pas vivante, et ça, c'est la sélection naturelle qui ferait le travail encore. Hein. C'est ça. Aujourd'hui, dans un contexte de facilité, bon, on a laissé la chance à des personnes en situation de handicap, et grand bien leur soit fait, et merci, parce que ils ont quelque chose à apporter au monde, c'est une évidence. Il n'y a pas de jugement là-dessus, et il y a pas besoin d'en parler. C'est vraiment juste revenir à un contexte naturel et à la difficulté qu'imposait l'environnement naturel. Et la communauté, c'était vraiment un pilier sur lequel on pouvait s'appuyer pour aller plus loin et être encore plus fort, parce qu'il y avait cette transmission de savoir, cette transmission de compétences, et chacun jouait son rôle. Chacun jouait son rôle, et après, il y avait les curieux, les comme moi, qui cherchaient à être polyvalents. Mais de par notre nature et en vivant dans un environnement naturel, normalement, on était tous un peu polyvalents. Voilà. Et c'est ça que ramène l'entraînement naturel, cette polyvalence, mais par le jeu. Parce que un bébé lion, il apprend pas à chasser C'est ça. en étant contraint. Il va pas à l'école pour apprendre à chasser. Il observe sa mère, il joue avec son petit frère, et il se bagarre. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à chasser. Et ben Exact. nous aussi, on doit apprendre par le jeu. On était bébé, on apprenait par le jeu parce qu'on était curieux de découvrir tout. Avant de nommer les choses, on découvre un papillon, on était oh, un papillon. On savait même pas que c'était un papillon, juste on voyait cette petite bête, et on l'a trouvé magnifique, et on a voulu savoir. Bon, nos parents nous disent ah, c'est un papillon. Alors que nous, qu'on voyait, c'était un bel être coloré qui s'envole et qui plane comme ça, c'est magnifique, quoi. Et ben, en fait, revenir à des choses comme ça, à contempler aussi bien les autres, notre environnement, cette beauté que nous propose l'environnement, prendre conscience de tous ces déchets qu'il y a au sol, parce que l'être humain est mal éduqué et ne fait plus preuve de bon sens, parce que l'industrie nous a poussé à consommer plus, et qu'on ne sait pas gérer ses déchets, qu'on ne sait plus gérer toute cette expansion de choses qu'on a autour de nous, tant magnétique que physique. Et moi, tout ça, ça m'attriste, ça me touche profondément, et c'est ce que je cherche à faire partager. J'ai pas envie d'être là, de proposer une énième méthode ou pédagogie. C'est juste de montrer aux gens que ce que je te montre là, c'est simplement mon expérience. Je ne détiens pas la vérité. C'est ça qui m'a construit aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, et je te le partage parce que j'ai envie que tu comprennes là où tu peux en venir. En fait, ce que je te partage là, en même temps, moi, je reçois de toi parce que je suis un éternel apprenant. Donc, je te partage, je me mets pas au-dessus de toi, je me mets pas en dessous de toi, je me mets à ton niveau. On est tous des êtres humains. C'est ça. D'accord? Peut-être que physiquement et mentalement, je suis plus fort, mais en fait, tu as certainement des choses à m'apporter aussi. Et c'est là où la communauté va jouer un rôle important. Et là où peut-être que la personne qui est en face de toi, qui était faible physiquement et mentalement, elle a des compétences incroyables dans la construction d'objets, et dans l'ingénierie, par exemple, ou l'organisation, et des choses que je n'ai pas. Je n'ai pas ces C'est choses-là, ça. moi. Et j'en ai besoin. Voilà. C'est ça. Donc, Et ça fonctionne beaucoup mieux. On est beaucoup plus inspirant quand on fait les choses qui nous font du bien. C'est-à-dire que chacun est à sa place et doit trouver sa place. Et c'est quand on est à sa place qu'on peut inspirer l'autre. On a toujours ce moment de recherche où on a tous été à un moment donné. Donc, on n'a pas toujours été leader, même si on est un petit peu leader dans l'âme, comme on peut le dire. Il y a toujours cet aspect de notre personnalité qui peut être prédominante. Mais on sait aussi chercher à un moment donné. On a eu des gens sur qui s'inspirer et des gens qui nous ont aussi montré un petit peu le chemin, qui nous ont donné des tuyaux. Et surtout, pour moi en tout cas, les gens qui m'ont vraiment appris, pas forcément des connaissances, mais qui m'ont appris sur moi-même, c'est les connards qu'on croise dans notre vie, les gens qui nous font bien chier. Ces gens-là m'ont beaucoup appris sur moi-même et aujourd'hui, je suis toujours assez, en tout cas, j'ai toujours assez de recul pour me dire quand quelqu'un me fait chier dans la vie, de me dire là, il y a quelque chose à tirer de cette expérience. Là, il y a quelque chose qui fait que cette personne fait quelque chose, dit quelque chose qui provoque en moi quelque chose qui me perturbe et il faut aller chercher cette perturbation. Il faut aller voir le pourquoi ça a créé ça chez lui, même si c'est ce que ça lui appartient.
et ça permet d'avancer. Donc vraiment, la vision de se dire, on va porter une attention sur ce qui se passe physiquement, sur ce qui se passe physiologiquement. Le grand intérêt derrière aussi, c'est que ça va être aussi émotionnel, puisque on est aussi bien un corps qu'une pensée, et les deux vont d'un commun. Donc c'est toujours très important de se dire que l'aspect social dans le je vais bien est hyper important, et la pensée aussi est hyper importante dans la façon de se construire, et le regard qu'on porte sur les choses est ici très important. Et oui, effectivement, la communauté, ça me parle beaucoup aussi. C'est pour ça, bah, que tu vois, il y a l'idée de créer la Earthing Family, qui va rassembler. J'ai rencontré beaucoup de gens depuis un peu plus d'un an sur les réseaux sociaux, avec plein d'activités différentes, mais en même temps, qui se rejoignent et qui font ce qu'on dit physique, physiologique, émotionnel. Et je cherchais comment les rassembler. Moi, je suis pas mal à part dans tout ça, et on est tous finalement à part, mais comment se rejoindre là-dessus? Et ça, je trouve que c'est, en tout cas pour moi, l'idée, et que je vais faire grandir au fur et à mesure des mois et années qui vont arriver, pour pouvoir rassembler tous ces esprits qui se dirigent vers une même pensée, retrouver un mode de vie naturel, un mode de consommation naturelle, un monde dans lequel émotionnellement on se respecte les uns les autres, il n'y a pas personne qui est au-dessus, en dessous, et de retrouver des communautés qui peuvent interagir les unes avec les autres, sans se faire de la guerre, puisque je veux dire, c'est bon quoi. L'humain, je pense, a passé un stade où on n'est plus des enfants. On est capable de regarder l'autre en face et de lui dire, bah, ça me dérange, et d'entendre que l'autre puisse te dire, bah, ce que tu fais, ça me dérange, et de te dire, bon, bah, ok, on va trouver un accord, même si on doit pas se parler mais tu vois, il y a un moment donné, il faut arrêter de jouer les enfants, et je pense que l'humain doit être capable aujourd'hui de passer ce stade des civilisations qui nous ont précédés, et de se dire qu'à un moment donné, voilà, toutes les civilisations qui ont été avant, elles ont été corrompues, corrompues dans le sens, les cœurs ont été corrompus par une certaine énergie égotique. Égoïste, c'est vachement bien. Moi, je suis super égoïste, mais il faut pas oublier le respect, tu vois. Quand on a un petit peu d'influence, moi, j'y ai goûté un petit peu, si tu veux, à cet aspect d'influence où tu as des gens qui peuvent te dire, pas qui te divinisent, mais qui disent, ah, mais c'est toi qui, ah, mais c'est toi, oh, j'adore ce que tu. Non, mais en fait, je suis tout à fait comme toi, et moi aussi, je vois des gens comme toi, et pourtant, je devrais pas les avoir comme ça. Donc, en fait, cette façon de voir les choses doit être modifiée. On a des curseurs à faire sauter, des choses à faire sauter, et le fait de le parler, de l'échanger, pour ceux qui nous écoutent, de l'écouter, je suis certain que ça va vraiment avoir un impact dans les années à venir, et puisqu'on inculque ça à nos enfants aussi, ça va changer. Mais complètement. Après derrière, il y a une multitude de chemins possibles pour développer cette partie qui est notre être intérieur. Comme tu l'as dit, je suis pas une divinité, tu n'es pas une divinité, mais pourtant, dans l'ordre des choses et la logique, on va dire, euh, si, je pourrais pas dire c'est une vérité ou pas, la logique dans le monde spirituel, aujourd'hui, on parle beaucoup de spiritualité et c'est dingue à quel point c'est en train de revenir. Euh, et parce qu'en fait, étant donné qu'aujourd'hui on a les réseaux, on a Internet et que tout le monde peut s'exprimer et partager ses idées, et ben ça sort, ça commence à émerger et tout le monde dit oui, j'ai fait une expérience de transcendante avec l'ayahuasca, avec les champignons, avec les LSD. Et donc, ça m'a ouvert des portes. Mais en même temps, euh, en même temps, ça ouvre des portes et en même temps, il faut aussi revenir un peu à la réalité parce que moi le premier, hein, j'ai fait ce genre d'expérience-là. Effectivement, ça m'a ouvert des portes. C'est aussi revenir à des médecines qui viennent de la nature, qui ont été employées par des autochtones. Hein. Faut pas non plus se leurrer. Hein. C'est Ça ça. sort pas d'un laboratoire, ça. Hein. Ça vient c'est des médecines qui viennent d'Amazonie. Donc, il y a personne qui avait fait de recherche. Et, ils ont pas testé les molécules. C'est-à-dire que d'où ça vient, d'où ça sort. Le mec, il est là, il connaissait les plantes. Il y avait quand même une connaissance approfondie de son environnement, une connexion avec les différentes plantes et des tests, certainement une multitude de tentatives avant d'arriver à quelque chose de probant qui te fait voyager à l'intérieur de toi-même et qui t'amène à avoir une sorte de dialogue interne avec ta propre conscience et cette partie divine qui se trouve dans nos cœurs euh, pour te dire que, ouais, en fait, personne au-dessus de moi, dans mon cœur, je sens que moi aussi, j'ai accès à cette part de divinité.
Je peux utiliser le mot, hein, voilà, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, hein. Chacun est libre d'employer les termes qu'il veut et Exact. de vivre dans la religion ou dans la spiritualité avec plus d'ouverture, telle qu'elle est. Voilà, moi, pour moi, ça fait aussi partie intégrante des choses que je souhaite partager, sans détenir de vérité, sans dire que c'est ça le chemin à suivre. Tu suis le chemin qui te semble être le bon pour toi, en écoutant les expériences que tu as autour de toi. Et on se rend compte que tous ces partages autour ils appellent ça de la conscience modifiée. Oui, Hein, des états de conscience moi, modifiés, moi, ouais. j'appelle ça de la conscience amplifiée, tu vois. Aussi. C'est un peu pareil, mais je préfère dire ça parce que je me sens pas dans un état modifié, mais je me sens dans un état d'amplitude, amplifié, lorsque j'ai pratiqué ce genre d'expérience-là. Et encore, je l'ai pas fait dans les contextes les plus favorables. Pour moi, là où ils sont le plus favorables, c'est de là où ça vient, c'est-à-dire en pleine forêt, avec vraiment les codes et le cadre et historique et ancestral qu'il y a derrière tout ça, qui est transmis oralement, d'accord. C'est C'est-à-dire ça. qu'il y en a, ils sont partis vivre cette expérience-là. Aujourd'hui, ils le transcrivent, mais avec leur propre couleur. C'est-à-dire que avec leur propre ego, leur couleur, il y a une notion d'ego, quoi qu'il en soit, tant que ça, à partir du moment où ça traverse notre être, ça traverse un filtre de couleur et une perception qui nous est propre. Donc forcément, il n'y a plus de transparence derrière tout ça, tu C'est vois. ça. Alors qu'à la base, ce savoir, il est totalement transparent. Il n'y a il y a rien qui est imposé. Ça vient simplement de là où ça vient, de la conscience collective, cette conscience qui nous est accessible à tous par la créativité, par le mouvement, par peu importe, par toutes sortes d'accès, de portes. C'est là où je disais qu'on est des êtres multifacettes et qu'on peut agir sur des plans qui dépassent l'aspect physique. Je sais que tu as des prototypes, des choses qui parlent de quantique, etc. Ça, par exemple, ça me dépasse encore, moi. J'ai du mal à encore concevoir ce qu'est le quantique. Parce que pour moi, même les physiciens n'ont même pas encore conscience de ce qu'est le quantique, tu vois. Euh, donc, on a peut-être une idée, mais on ne sait pas, en vrai. En vrai, on ne sait pas. S'il y a bien une chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Tout ce que je sais, c'est que je sais pas. J'ai beau avoir beaucoup de connaissances, vraiment, j'ai mangé des livres et des vidéos et des machins. J'ai pas ça. Par contre, je m'appuie sur ma propre expérience et c'est ce que je fais depuis pas mal de temps, depuis quelques années en tout cas. J'ai arrêté de croire tout ce que je pouvais voir ou entendre. Je me réfère qu'à ce que je vis et à l'expérience que j'ai pu en faire. Donc, aujourd'hui, savoir quelque chose, ce n'est pas une vérité, puisqu'on se trompe constamment, et on voit bien que l'être humain a toujours eu une certaine connaissance aujourd'hui, a une façon de faire jusqu'à aujourd'hui, et puis demain, ça change, et de toute façon, la vie est changement. Donc effectivement, il faut beaucoup d'humilité aussi pour accepter de se dire que ce qu'on sait aujourd'hui, il y a une part de vérité, mais une part qui est fausse aussi, puisque elle tend à évoluer. Sur les choses quantiques, alors moi, j'étais vraiment pas du tout en accord avec ça. Même si j'ai eu dans ma vie passée beaucoup de choses sur mes ressentis, j'ai stoppé, j'ai mis beaucoup de choses sur du concret, très terre à terre. Et finalement, tu vois, on m'a interpellé en me disant, c'est des gens électro-hypersensibles hein, qui m'ont dit, va voir de ce côté-là, il y a des trucs probants. J'ai aucun outil pour mesurer, donc j'ai utilisé kinésiologue, géobiologue et radiesthésiste, donc qui ont des outils différents que les outils pour mesurer, donc qui ont des outils plus ou moins adaptés en tout cas pour pouvoir mesurer sur ce genre de choses. Et donc par rapport à la protection des ondes, où ils ont pu voir, constater qu'avec leurs outils, oui, ça protège contre les ondes parce que quand tu as ton téléphone dans la main, bah, en kinésiologie, ton corps répond différemment que si tu n'as pas ton téléphone ou si tu as une broche quantique dans la main. Quantique, alors, tu as ce dispositif-là, cette technologie-là, je sais pas comment l'appeler, tu vois. Mais en tout cas, c'était probant. Et c'est, par contre, sur l'effort physique, où là, il y a des résultats. Et là, ça ment pas. Je veux dire, que ce soit. Et j'ai encore des sportifs de haut niveau. J'ai un entraîneur qui entraîne une équipe de foot assez renommée qui teste ça et qui bientôt devrait s'exprimer parce que lui aussi, il a testé ça et il dit putain, j'ai explosé mes records alors que c'est des choses que je fais depuis des années sur des entraînements et là, j'ai passé un gap, quoi, tu vois. Donc tu te dis que bah, il se passe quelque chose. De là à le comprendre, moi non plus, je comprends pas. Et il y a et j'ai passé un truc dans ma tête où je me suis dit, des fois, c'est pas parce que tu comprends pas que ça n'existe pas ou que tu dois le mettre de côté. Il faut, je suis peut-être encore trop bête, tu vois. J'aime bien cette métaphore de se dire, des fois, je suis comme un escargot sur une rambarde d'autoroute. L'escargot, quand il voit des phares passer, il se dit pas que c'est des voitures qui ont un moteur diesel, qu'à l'intérieur, il y a un mec qui a une carte bleue, c'est une puce qui lui permet de payer. Enfin, tu vois, il est loin de tout ça, l'escargot. Lui, il voit juste des trucs Ouais. qui font zoom, zoom, zoom.
Et je me dis, bah, à un moment donné, sur tout ce qui nous entoure, je suis qu'un escargot. Il se passe des choses qui me dépassent. Peu importe, mais cet escargot, il voit de la lumière et il se dit, bon, bah, écoute, peut-être si ça m'éclaire le chemin, bah, autant se servir de ça. Voilà, il faut. Donc, ouais, il y a des trucs où c'est pas tout clair pour moi, mais c'est vraiment dans l'expérience. Et comme je dis, tout ce que je propose, c'est parce que je suis utilisateur. C'est parce que je suis utilisateur que je propose tout ce que je fais. Et je trouve ça probant parce que je vois des améliorations dans la qualité de vie que je peux avoir dans mon quotidien. Donc, Mhm. ouais, il faut de l'humilité dans tout ça quand même. Hein. C'est évident, c'est évident. C'est toujours difficile de proposer un produit si soi-même on l'expérimente pas dans notre quotidien et dire bah ouais, c'est comme tout beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui proposent des produits de merde, on peut le dire, et parce que eux, ce qu'ils voient en fait, c'est pas tant le produit, c'est l'argent qu'ils vont faire derrière. Et le problème leur communication là-dessus, sur ce qu'ils vont gagner, et non pas sur ce qu'ils vont apporter aux gens, et ce qu'ils s'apportent à eux-mêmes déjà. Alors moi, oui, j'ai acheté une natte de lit sur une Alpha, parce que moi, pour moi, tes arguments, ils sont venus toucher à des valeurs, et je trouvais ça juste, avant de devenir ambassadeur, de tester des produits. Donc, j'ai ma petite pochette, mon petit bouclier, je l'ai pas là, mon petit pour mon téléphone, pour glisser mon téléphone quand je le glisse dans ma poche. Et ensuite, j'ai ma natte de lit que je relie à la terre pour pouvoir dormir à la terre. Et parce que, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a un véritable intérêt. De là à dire que j'ai des données chiffrées à vous donner, ce serait mentir. Tu vois ce que je veux dire? Je l'intègre à mon quotidien parce que j'ai conscience de ça et pour moi, c'est une évidence. Et c'est plus un lien avec la Terre et les fréquences. Et la fréquence de Schumann existe et elle a une influence sur notre être et forcément sur tout ce qui est invisible à nos yeux. Et bah, il y a une action, il y a une portée, énergétique. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais mettre une natte de lit sur mon lit. Moi qui cherchais déjà, quoi qu'il en soit, à me rapprocher du sol avec mon futon. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, que Sébastien propose, elle me paraît juste et adaptée à ce que je recherche aujourd'hui. Et quand j'entends conscience électromagnétique, je me suis dit, OK, je vais couper mon boîtier Wi-Fi le soir, je vais débrancher tous les fils qu'il y a dans cette pièce dans laquelle je dors, et je vais mettre mon téléphone dans une autre pièce, ou en tout cas en mode avion pour l'instant, parce que c'est mon réveil, et me dire, bon, bah, va falloir que je me procure un réveil qui sert de réveil, et pas mon téléphone, quoi. Parce que un réveil qui est débranché, qui est pas branché. Faut faire de son mieux après, tu vois. Ouais, Moi, j'ai encore mon téléphone que je mets en mode avion sur ma table de nuit, tu vois. Donc, faut faire de son mieux dans sa pratique. Et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure dans ta pratique. Et ce que moi je dis, c'est il faut faire des changements, des petits changements, tu vois. Et ces petits changements, il faut les transformer en habitudes. Et c'est oui. grâce à ces nouvelles habitudes qu'on arrive à avoir un résultat. Et le résultat, il faut pas le regarder à 1 mois, 3 mois, 6 mois. Il faut le regarder à 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et si je peux venir rebondir là-dessus, c'est exactement ce que je dis aux gens. Je leur dis, mais en fait, vous croyez qu'on a des résultats en combien de temps? Vous croyez que moi, je me suis construit comment? Je me suis construit en 20 ans. C'est-à-dire que tu es prêt à donner encore 10, allez, 5 à 10 ans de ta vie, là, pas forcément en coaching accompagné par moi, mais à intégrer des nouvelles habitudes que je suis en train de te partager pour pouvoir changer ta vision de la pratique du mouvement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aller à la salle 5 fois par semaine. Tu peux continuer à aller à la salle, c'est un super complément. Continue à le faire. Je t'encourage à le faire. Mais la marche pieds nus, intègre parfois à grimper dans les arbres. Tu vas voir, c'est rigolo, tu vas le faire avec tes enfants et tout. Tu vas même prendre conscience que tes enfants sont capables de plus que ce que tu imaginais. Tu vas pas générer des peurs chez eux, tu vois, et recréer un lien avec eux que tu n'avais plus parce que tu n'es plus connecté à ton enfant. Tu es devenu un adulte avec les contraintes du monde adulte. Mais C'est ça. c'est bien de redevenir un enfant de temps en temps, de revenir à la nature et à ça et au jeu, ou à simplement jouer, à se battre avec eux, mais sans leur faire mal, parce que c'est un jeu. Mais imagine ce que ça se bagarrer avec toi qui est adulte et ils vont se rendre compte que tu as plus de force qu'eux. Alors ils vont devoir faire preuve de stratagème, de stratégie, développer des stratégies pour te battre. Tu C'est vois. ça. Et ça, s'ils l'intègrent, parce qu'au départ ils l'ont intégré comme un jeu, le jour où ils sont vraiment confrontés à une situation difficile, mais ça deviendra un réflexe. Ils n'auront même pas peur déjà d'affronter la personne. Ils se poseront même pas la question. Et ils partiront du principe que leur but c'est juste de se défendre, c'est pas de lui péter la gueule et de lui casser toutes ses dents jusqu'à ce qu'il saigne et qu'il soit à moitié mort. C'est juste un sens.
pour pouvoir rentrer chez eux en sécurité. C'est ça la défense. C'est C'est ça. pas montrer que je vais te défoncer la gueule parce que tu m'as insulté. Ça n'a rien à faire que tu m'insultes. Ça passe, c'est du vent tout ça pour moi. Mais continue de parler, ça m'est égal. Continue. Par contre, si tu viens en contact et que tu atteins à ma vie, je vais faire preuve d'un geste, un seul, qui va te limiter pour que je puisse rentrer chez moi tranquillement et que tu arrêtes. C'est ça. Voilà. Et je vais pas te tuer. Mon but n'est pas de te tuer. Par contre, effectivement, un coup bien placé, souvent, ça. Voilà. Pareil, si t'as amené enfin bon, bref, il existe une multitude de situations et j'essaie de toujours transposer des faits concrets et de revenir à du mouvement utile dans l'entraînement naturel, en milieu naturel, avec la communauté. Et c'est ça qui est intéressant. Et mettre en place des parcours d'obstacles, ça amène un aspect ludique, visuel et beaucoup plus fun. Pour moi, un parcours santé n'a plus de sens aujourd'hui. Il n'y a personne sur les parcours santé. Non, Les outils qui sont dessus, là, ces trucs métalliques, sont horribles, qui ne s'intègrent même pas à l'environnement naturel. C'est horrible. Il c'est faut vrai. mettre des parcours d'obstacles. Il faut mettre des parcours d'obstacles en bois qu'on entretiendra et qui seront beaucoup plus fun et ludiques. Et pour moi, ça mettra des espaces de travail incroyables. Moi, je les rendrais périns, ces trucs-là. Et je les entretiendrai tellement je les utiliserai. Tu vois, et les enfants, ils iront dessus avec plaisir. Et par le jeu, ils continueront à développer leur motricité. Aujourd'hui, on voit la motricité des gosses à l'école. Ils font du sport codifié. Mais forcément, ils ont plus envie. C'est une contrainte pas drôle. Sauf ceux Ouais, qui ont envie de s'intéresser à un sport. Oui, ça peut être intéressant, mais on touche pas la majorité là. Là, on ouais, touche une partie de la population. On veut faire des champions, en fait, ils veulent des champions, ils veulent des, et donc ils parlent à une certaine partie partie de la population. Et le reste, on les oublie. On les oublie. Les personnes, les souris muets, les autistes, on les oublie ces gens-là, tu vois. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois un enfant autiste qui ne peut même pas aller faire du sport parce qu'on pense pas à lui et qu'il n'y a pas c'est assez d'éducateurs pour ça pour eux. Où il ouais, faut avoir en France parce qu'on privilégie pas la compétence et qu'on croit pas en toi, en ton potentiel humain. Tu vois. Et moi, ça me rend triste. Donc en fait, j'aimerais qu'on arrête Tout ça, c'est contraignant. Le monde dans ouais. lequel on vit, les réglementations, c'est bien, mais parfois, c'est beaucoup de contraintes quand il y a des gens qui ont de l'espoir et des solutions à apporter. Comme moi, par exemple. Je me sens très limité parce que j'ai pas la mention APA pour faire du sport adapté ou pour accompagner des enfants autistes ou avec un handicap léger. Il des handicaps qui sont plus ou moins difficiles, où ça demande forcément à un moment donné être spécialiste pour pouvoir Ouais. répondre à ces besoins-là et avoir fait 10 000, 100 000 heures dans ce domaine-là pour bien. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on nous demande d'avoir forcément plus de bagages et de diplômes pour justifier d'accompagner tel ou tel public. Et donc, je trouve ça triste parce que ça limite. Après, derrière, on peut toujours faire appel à ces personnes, à des personnes qui sont qualifiées. Si on a l'idée, en vrai, sur quoi on va s'appuyer? Bah, sur la communauté, sur l'esprit d'équipe, on va aller chercher des gens avec qui travailler. Et c'est là où aujourd'hui, ce qui manque dans mon activité, c'est je sais que j'ai une force, c'est le relationnel, le fait de pouvoir, j'ai la chat, on va dire, c'est une force et je vais l'utiliser. Et, euh, et je suis plutôt quelqu'un qui est solaire, rayonnant et qui aime, qui sourit. Et donc, en général, les gens sont pas fermés à ce que je peux partager. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de réussir à mettre en place les projets. Donc, je multiplie les tentatives jusqu'à ce que je trouve la bonne solution, le bon truc, et un jour je finirai par y arriver. Aujourd'hui, c'est difficile d'en vivre parce que il faut toujours faire, comme je l'ai dit, de multiples tentatives jusqu'à trouver la bonne chose, quoi. Je ne C'est perds ça. pas espoir. Et depuis que j'ai commencé sur ce chemin-là, bah oui, je passe par des moments difficiles. Il y a cette période d'hiver qui est une période difficile financièrement, en termes d'idées. Des fois même, j'ai l'impression de perdre pied et de me dire, bah, je vais redevenir salarié, aller travailler chez Decathlon comme je le faisais avant. Ça me saoule. Voilà, je vais choisir la facilité. Et il y a une partie de moi qui dit, mec, ok, tu peux retourner travailler chez Decathlon parce que financièrement, tu as besoin de subvenir à ton essentiel, mais ne perds pas espoir en ce que tu fais. C'est Et il y a ça. plein de gens comme toi qui viennent me rappeler en me disant, mec, continue, c'est bien ce que tu fais. Un jour ou l'autre, ça va prendre, tu vois. Ne perds pas espoir en ce que tu as commencé, tu vois. Et ça me rassure aussi. C'est ça. Moi, j'ai pour habitude de dire que je jette des bouteilles en avant et ce qui revient, revient. Mais je pars vraiment
souvent on me le dit dans tous les sens et j'essaye en tout cas et quand ça match et que ça fonctionne, eh bien écoute, c'est que c'était fait pour, passer et que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Des fois des idées qui sont on les a aujourd'hui et finalement elles se mettent en place que quelques mois, jours, années plus tard. Mais l'intérêt, c'est plutôt d'essayer, voilà. Donc moi, je jette toujours des bouteilles, je lance des perches à tout le monde autant que je peux et puis ce qui revient, revient, ce qui revient pas, c'est pas grave, c'est pas très important. Du coup, où est-ce Évidemment. que dans quelle région on peut te retrouver? Quel genre d'activité? Je sais que tu vas participer à des événements, au printemps là. Parle-nous un petit peu de tout ça. Alors, moi, je me trouve actuellement en région, parisienne, c'est-à-dire que je suis en Île-de-France, dans le 77, OK, hem, et donc, je collabore et je travaille avec la Fédération d'entraînement naturel, qui est, une fédération, sous forme d'association, hein. Donc le but étant d'ouvrir, la pratique, sportive, si je peux mettre le terme sport parce que, faut que ça parle à tout le monde, à tous. Donc on a une association qui se trouve à Buc, dans le 78, OK, qui a un centre d'entraînement naturel. Il y a Versailles et Buc qui sont côte à côte. Et ici, on est plutôt à Marcoussis, et moi qui suis ici à Comble-la-Ville, qui sont 91 et 77. Donc on est proche. Et d'accord. on met en place des sessions régulières avec des publics plutôt familiales. L'idée, c'est que tout le monde vienne. C'est pas que le parent dépose l'enfant à son sport, c'est que le parent vienne faire du sport avec son enfant. Donc, et venir s'amuser, jouer pendant 2 heures. Donc, moi, je suis plutôt indépendant de tout ça. J'essaie de travailler sur un autre axe pour amener les gens vraiment dans un environnement dans la nature, de quoi que l'on soit, on amène toujours les gens dans la nature, mais en proposant des week-ends, des sorties sur un week-end où on va vraiment créer cet esprit de communauté, amener cet esprit minimaliste et aller découvrir l'environnement avec beaucoup de notions de jeu et puis des petits ateliers sur douce, apprendre à faire du feu et des intervenants variés qui vont amener des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, de l'art martial médiéval, de l'escrime médiéval, du combat médiéval, ce genre de choses-là. Et intégrer tout ce que l'entraînement naturel peut amener. S'il y a un milieu aquatique, on va l'utiliser. S'il y a des rochers, on va aller se balader en forêt, exploiter tout ça, s'amuser, grimper, sauter, lancer, porter, amener du secourisme aussi, parce que le porter, c'est pas seulement porter des charges pour faire des muscles, mais c'est porter des charges pour porter secours à une victime, pour C'est se ça. porter secours à soi-même ou aux autres. Et donc, en début avril, j'ai prévu de faire un week-end, le 6 et 7 avril, à Fontainebleau. Donc, ce sera avec grand plaisir que vous pourrez retrouver cette information sur mes réseaux sociaux, entraîneur naturel sur Instagram. Et le programme viendra bientôt. Je le partagerai et Super. je te marquerai dessus pour que tu puisses le partager, évidemment. Exactement, oui, oui. Et ensuite, je veux le mettre en place également dans la région Pyrénées-Orientales, vers Perpignan, OK. côté de Cé, à Arles-sur-Tech exactement, qui est vraiment sur la région basse, enfin l'entrée de la chaîne Pyrénées. Hein, c'est magnifique, il y a un environnement C'est très beau. incroyable, il fait beau, il y Exact. a, par contre, bon, c'est une région qui est très asséchée actuellement à cause de ils n'ont pas d'eau, ça fait des années qu'il n'y a pas d'eau, les rivières sont asséchées. Donc il y a aussi une vraie crise environnementale à souligner là-bas. Donc il y a aussi ces choses-là que j'ai envie de souligner dans les week-ends. C'est vraiment prendre conscience de l'environnement, prendre conscience de ses capacités, prendre conscience de l'intérêt de la communauté et prendre du plaisir avant tout, jouer et pas faire dépenser 2000 euros à quelqu'un. C'est pas 2000 euros, hein, attention, Oui. hein, histoire de lui dire ouais, je t'apporte de la valeur. En fait, tu viens, tu passes un week-end, euh, t'amènes ton matériel, pense autonomie et minimalisme. La seule chose que tu payes, c'est l'organisation que j'ai mise en place, ma compétence et les éventuels intervenants que je vais ramener. C'est tout. En gros, tu en auras pour une centaine d'euros pour un week-end et tu auras découvert à quel point c'était limite gratuit ce que tu as fait, quoi, et que tu pourras le faire tout seul dans ton coin avec tes amis ou revenir à d'autres workshops où je t'apporterai encore plus de valeur et que je te fais découvrir encore plus de choses pour t'ouvrir à la simplicité du développement de l'entraînement naturel, quoi. Bah, tu vas être la personne qui va, aider à faire passer le déclic, en fait, à se dire: «Bah, en fait, je suis capable de le faire». C'est des fois, c'est ça, c'est la limitation. On a des limitations personnelles et finalement, des fois, on a besoin de quelqu'un qui nous accompagne pour nous montrer, parce que c'est souvent ça dans la vie, j'ai remarqué. Quand on fait quelque chose pour la première fois, ça nous paraît dur, insurmontable, c'est très compliqué, que ce soit de l'administratif, que ce soit tout un tas de choses.
quand c'est la première fois, c'est dur. Et puis finalement, quand il y a quelqu'un qui nous accompagne et qu'on l'a fait, on se dit, bon, finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et on va continuer à le faire. Donc, Mais c'est c'est tout à super de fait ça. pouvoir avoir quelqu'un qui rayonne, qui sourit et qui a cette passion en lui et d'être accompagné par toi. Ça me donne très envie, en tout cas, de venir passer un week-end Il faut que à les tes gens côtés. comprennent que le corps s'adapte, donc on a tous cette capacité d'adaptabilité, que derrière, il s'agit juste de plus on pratique, plus on y va, plus on va être créatif. Et en fait, cette notion de créativité, pour moi, elle est très importante. C'est-à-dire que moi, je vois un tronc d'arbre allongé au sol. euh, pour la plupart des gens, c'est juste un tronc d'arbre allongé au sol, qui est un arbre qui est tombé, un arbre mort. Bah, pour moi, c'est le moyen de faire de l'équilibre, de faire de la quadrupédie, de faire pas, de faire de travailler comment dire des volts, on appelle ça des volts en parcours urbain. Le volt, ça s'appelle par exemple, mince, quand on passe une palissade, j'ai plus le mot, c'est pas grave, ça reviendra. Il faut savoir lâcher quand ça passe pas. Voilà, ça m'arrive aussi des fois de perdre mes mots, mais c'est pas grave, C'est je pas les grave. prends avec le sourire. Bref, de s'amuser sur ce tronc d'arbre et de savoir qu'avec un simple tronc d'arbre, on peut faire une multitude de choses. Avec un arbre vivant, on peut faire une multitude de choses. Avec nos compatriotes, on peut faire une multitude de choses. On peut interagir avec eux. Et cette interaction va amener une notion de jeu et va permettre de découvrir que toutes ces choses qu'on intègre inconsciemment dans le jeu, en fait, vont nous être utiles pour développer le fond sans même s'en rendre compte en fait. Et ça devient plus une contrainte puisque c'est un jeu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, je suis un facilitateur effectivement. Je suis C'est ça. ce qu'on peut aussi, je dois mettre un terme, je suis un facilitateur. Euh, Exact. Dire que je suis coach, l'enseignant, pour moi c'est un peu me placer au-dessus du lot. Mais non, j'arrive, je suis là et je suis force de proposition. Et si vous avez des idées à soumettre, eh ben on va les tenter. Et vous êtes le bienvenu pour proposer des choses. Voilà. Écoute, parfait. Franchement, je suis très content d'avoir passé ce temps avec toi. Est-ce que tu as envie d'avoir un mot de la fin, peut-être? Bah, écoute, ouais, je dirais, merci, Sébastien d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir proposé cet échange, vidéo et de cette discussion qui me fait grand bien parce que c'est toujours un plaisir de parler de ces choses-là avec des C'est gens, vrai. avec qui on se comprend. Merci de m'avoir intégré dans la Earthing Family, et de m'avoir, fait découvrir les produits, Inaltera et je suis vraiment heureux de pouvoir, tenter de les recommander, même si pour l'instant je suis pas encore très actif, je tente de les recommander en tout cas oralement. C'est vrai que produire du contenu, ça demande du travail et c'est pas forcément et de l'organisation. Là où je manque d'organisation, c'est vrai que c'est difficile pour moi de produire du contenu, mais je le fais avec mon naturel, ma spontanéité, ce qui me semble être le meilleur vecteur pour pouvoir proposer quelque chose de toute façon. Chacun le fait avec ses capacités. Et, euh, et donc, je vous recommande vraiment les produits Inaltera, vraiment, vraiment, vraiment les produits Inaltera, parce que derrière, il y a Sébastien qui cherche vraiment à apporter de la valeur et qui a creusé le sujet. Et on sent que c'est pas fait comme ça à la va-vite, à l'arrache, histoire de faire du pognon. C'est vraiment proposer de la valeur et des produits qui tiennent la route et ensuite, venez faire de l'entraînement naturel avec moi. Je vous invite vraiment à venir découvrir ça avec le cœur sur la main. Je suis quelqu'un de très spontané et naturel. Je fais pas semblant. Je suis pas là pour vous vendre un produit miracle, mais pour vous ouvrir à votre vrai, véritable potentiel humain. C'est ça, investir sur soi-même. Et moi, je tiens à dire aussi, j'ai à te remercier, Jérôme, parce que je choisis les ambassadeurs et je suis aussi très fier d'avoir justement choisi, de t'avoir choisi en tant qu'ambassadeur parce que ce que tu proposes, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part sur ce que tous les autres peuvent proposer aussi. Et en même temps, tu es unique, mais tu rentres dans la complétude de tout ce qu'on peut apporter. Et tu es presque l'ambassadeur le plus complet dans l'apport de ce qui est dans la conscience de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, puisque c'est toi qui m'as fait rencontrer Thierry. Et dans tout ça, voilà. Donc vraiment, je vous encourage à partager du temps et à passer du temps avec Jérôme, qui est quelqu'un qui est pour moi aussi quelqu'un de très rayonnant, de très solaire. Donc merci à toi.
Ouais, et je vous invite à regarder le podcast, justement, le broadcast que tu as fait avec Thierry. Ce mec, c'est une source d'information incroyable. Je le prends pour mentor. Donc aujourd'hui, il a accepté d'être mon mentor pour m'accompagner dans ce domaine-là, parce que l'acquisition de compétences, ça passe par ça. C'est Et ça. c'est là où je reviens sur une petite notion, c'est qu'on n'est pas toujours obligé de dépenser de l'argent lorsqu'on prend, on vibre sur la même fréquence avec des personnes. Ces personnes sont capables, des fois, de donner à titre gratuit, humain, des choses. Et c'est ce que j'ai envie de faire. La seule chose que je vous demande, c'est de m'aider à continuer à déployer mes ailes, à subvenir à mon essentiel. Je veux pas devenir riche d'argent, je veux devenir riche de valeurs humaines et de partage et d'amour et de bienveillance. Voilà. C'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme et puis on te retrouve sur tes réseaux. Je mettrai les liens en description et on te retrouve aussi sur le site d'Inaltera dans la section des ambassadeurs. Super, merci beaucoup à toi Sébastien et je te souhaite une bonne continuation, de l'abondance et tout ce qui va avec. Et écoute, pareil pour toi et puis à bientôt. À bientôt, salut. Salut.